Nous allons parler sur la manière de concilier performance sociale et performance économique dans le secteur de l'aide à domicile médico-social avec Mathieu Dormas, qui est directeur général du réseau APA. Bonjour Mathieu. Bonjour Frédéric. Comment allez-vous? Ben, plutôt pas mal, malgré l'environnement et la crise sanitaire, ça va bien. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis présenter le groupe APA pour ceux qui ne connaissent pas, le réseau APA pour ceux qui ne connaissent pas. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Mathieu Demas, je suis le directeur général du réseau APA. Le réseau APA est un réseau d'entreprises associatives présentes dans le Grand Est et la Bourgogne et la Franche-Comté. Nous avons la chance de pouvoir compter sur 5400 salariés, sur 1200 bénévoles, et nous venons en aide à 50 000 personnes tous les ans autour globalement de services auprès des familles, des actifs, des personnes en situation de handicap et auprès des personnes âgées. Et ceci de manière désintéressée, puisque nous sommes donc avec un statut associatif. Euh, les clients, est-ce qu'il y a des typologies de clients ou de bénéficiaires, je ne sais pas comment vous appelez ça? Oui, on dit les deux. Nos clients sont effectivement de plusieurs types, hein. Ce sont des personnes, des particuliers, mais ça peut être des enfants. Enfin, les clients on prend en charge des enfants, notamment dans des crèches ou de la garde d'enfants à domicile, aussi bien que des aidants. Qui accompagnent des personnes âgées ou fragilisées par la maladie tout au long de l'année. Donc, on les prend en charge de temps en temps. Et nous avons évidemment beaucoup de clients âgés ou en situation de handicap ou fragilisés temporairement par la maladie. Voilà un petit peu les catégories de clients. Et nous avons aussi une activité d'insertion. Donc là aussi, ce sont des personnes, des particuliers, qui à un moment donné ou à un autre ont été en retrait par rapport au monde du travail, où il y a eu une rupture dans leur parcours professionnel, et nous sommes là pour leur proposer de revenir dans le champ du travail. Et de la même manière, nous protégeons aussi des majeurs, puisque nous avons un service de protection juridique des majeurs, ce qui est relativement original, même si ça existe ailleurs en France, mais c'est relativement original. Donc, nous avons un panel de prestations, de services importants, de prestations de services, mais aussi des propositions d'engagement bénévole, puisque je le disais tout à l'heure, nous avons 1200 bénévoles qui œuvrent tous les jours à nos côtés. Alors jamais à la place d'un salarié, toujours pour prendre en charge une personne isolée, par exemple, ou alors animer un groupe de personnes qui souhaitent se retrouver une fois par semaine, 2 fois par semaine autour de hobbies. Et c'est un bon moyen pour garder le lien social alors que la vie professionnelle s'est arrêtée et on est à la retraite. Ça permet de se retrouver avec des pairs qui partagent les mêmes passions. Oui. Pour, pour parler de performance sociale, performance économique, peut-être décrire quelles sont les contraintes du secteur ou quelques chiffres sur le secteur qu'on comprenne bien. Tout à fait. Alors, on va faire un focus là plus particulier sur l'aide à domicile, hein, sur Ouais. l'activité du domicile, de l'aide et de l'accompagnement. Ça, c'est juste pour rappeler quelques chiffres. C'est un marché de 40 milliards d'euros, hein, en France. Ce marché de 40 milliards d'euros, ce sont des chiffres de 2018, on n'a pas de chiffres plus récents. Ce marché, en fait, il est trusté pour la moitié c'est une estimation, par le travail au noir, 20 milliards d'euros qui seraient affectés au travail au noir. Et dans les 20 millions restants, il y a environ 13 millions qui sont trustés par les particuliers employeurs, donc le CESU, le gré à gré, et les 7 autres milliards sont partagés entre les associations et les sociétés. Voilà, donc ça c'est un peu le marché. Aujourd'hui, le besoin de la population, notamment en matière de vieillissement de la population, est très important, puisque jusqu'à l'horizon 2030, on prévoit un besoin annuel supplémentaire de 20 000
de 20 000 personnes âgées dépendantes supplémentaires par an. Et à partir de 2030 jusqu'en 2040, 40 000 personnes âgées dépendantes supplémentaires. Donc, le besoin d'accompagnement de la population n'est pas terminé et va encore s'accroître énormément. À côté de ça, enfin, en parallèle à ça, 85% de la population souhaite vieillir à domicile et rester à domicile le plus longtemps possible. Donc, ça veut dire que le besoin est très important. Et dans les années à venir, le besoin restera important. Ce besoin d'accompagner les plus âgés d'entre nous sera important. Et en parallèle, la ressource humaine et les professionnels pour accompagner ces personnes âgées, eh bien, va aller de pair, parce que le besoin va être là aussi, la ressource va être importante. Et malgré tout ça, et aujourd'hui, ça représente à peu près 1,3 million de salariés, le service à la personne. Aujourd'hui, il faut savoir que 15% des besoins ne sont pas pourvus par manque de personnel. Donc, c'est un vrai enjeu de société. On a un besoin, on a un souhait des Français de rester le plus longtemps possible à domicile et nous n'avons pas la ressource pour y répondre. C'est-à-dire qu'il y a un sacré enjeu en termes d'attractivité, d'attirance autour de ces métiers, alors que ces métiers sont géniaux parce qu'il y a du sens à ce qu'on fait. C'est de l'humain, on est là dans l'accompagnement humain et malgré tout, eh bien, nous n'arrivons pas à recruter. Voilà. Et ce sont des emplois non délocalisables. Donc, vraiment, énormément d'intérêt, y compris d'un point de vue environnemental. Il y a difficulté à recruter, et puis, si j'ai bien compris, il y a aussi beaucoup de départs à la retraite dans les prochaines années. Tout à fait. Tout à fait. En fait, on a une pyramide des âges qui n'est pas équilibrée. Et l'enjeu, là, aujourd'hui, c'est d'attirer des jeunes dans ces professions. Et donc, là, il y a tout un travail d'attractivité des métiers, de communication autour de ces métiers à réaliser, puisque ces métiers ont du sens, je l'ai dit, sont des métiers où on a d'autonomie, où on prend très vite des responsabilités. On est relativement autonome. On a énormément de contacts, puisqu'on est en contact avec des médecins, avec des infirmières, avec des aides-soignantes, avec tout un tas de personnels médicaux ou paramédicaux. Et donc, ce métier est très beau et très noble d'un point de vue humain. Et donc, là, on a un enjeu d'attractivité très important à ce niveau-là. D'accord. Qu'est-ce qui, entre guillemets, pêche pour l'attractivité? C'est le salaire? C'est que les jeunes générations ne veulent plus faire, ne veulent pas faire ce type de métier? C'est quoi? Moi, je pense que c'est multifactoriel. Il y a peut-être une image qui n'est pas une image très valorisante. C'est pour ça que je parlais de communication. Euh, il y a, il y a sans doute aussi une dureté du métier, puisque ça nécessite des horaires matinaux, des horaires tardifs aussi, donc des amplitudes qui peuvent être importantes. Ça nécessite d'avoir une voiture, de se déplacer régulièrement. Ça nécessite une certaine organisation, une rigueur, tout en faisant preuve d'empathie et d'adaptation. Donc je pense que ce sont effectivement des métiers très riches humainement, mais qui demandent un très gros engagement du point de vue personnel. Si j'ai Et donc, compris, oui, pardon, si j'ai non, non, et compris, pardon. si j'ai compris, en plus sur le côté associatif, les salaires en fait répondent à une convention collective, et en plus, enfin, c'est pas vous qui décidez si vous pouvez augmenter ou pas les salaires, si j'ai bien compris, niveau associatif. Et ensuite, les taux horaires que vous pratiquez, c'est pas vous non plus qui décidez, c'est les départements, si j'ai bien compris. Alors, c'est ce que j'allais rajouter, c'est que d'un point de vue de la rémunération, nous dépendons d'une convention collective de la branche de l'aide à domicile, qui est effectivement une convention collective du monde associatif et et nous sommes obligés de la suivre, évidemment. Mais et cette convention collective, malheureusement, c'est tout le combat que nous menons actuellement et que nous espérons que les choses vont évoluer dans les prochaines semaines, là, très très bientôt. Une partie des coefficients de la convention collective sont en dessous du SMIC, donc
les 7 premiers échelons pour certaines catégories de personnel sont plafonnés au SMIC, ce qui n'est, là non plus, pas très attirant pour quelqu'un qui démarre dans la vie. Mais là, nous avons eu un certain nombre de nouvelles ces dernières semaines et des annonces ministérielles ont été faites disant que l'avenant 43, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la revalorisation de la convention collective était en cours et prendrait effet au 1er octobre 2021 avec une refonte complète des emplois, des compétences et des salaires associés, et avec une revalorisation importante qui pourrait atteindre 18% de revalorisation. Donc ça, c'est pour les salaires. Maintenant, les prestations, la facturation des prestations, au taux horaire, si bien compris, ça dépend également en partie des départements. Donc ça dépend pas, vous n'avez pas non plus les mains libres sur ce sujet. Alors, il y a différentes typologies de fonctionnement. Pour œuvrer et pour fonctionner auprès des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, il faut avoir une autorisation du conseil départemental de son département. Les associations, très souvent, sont tarifées par le département. Et c'est donc lui qui définit le tarif horaire annuellement. Et c'est en cela, je fais le lien avec la convention collective, c'est en cela que les associations ne sont pas maîtres totalement de la rémunération qu'ils proposent à leurs salariés, puisque ça suit une convention collective. Et si à un moment donné, nous devions avoir envie, par exemple, d'aller au-delà, le surplus ne serait pas pris en compte par le département et donc constituerait une dépense non opposable pour l'association, et donc elle serait obligée de financer sur ses fonds propres, ce qui n'est évidemment pas possible durablement. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, la tarification est réalisée et arrêtée par les départements lorsque l'association est tarifée par le département. Et aujourd'hui, nous sommes sur des niveaux tarifaires en France en moyenne entre 22 et 24 euros de l'heure. Ça, c'est en moyenne. Évidemment, il y a certains départements qui sont au-dessus, d'autres en dessous. Il est heureux que les tarifs horaires évoluent à la hausse, parce que c'est grâce à une tarification à la hausse que nous pourrons davantage rémunérer, reconnaître nos salariés. Et je ferai juste, et après je parlerai un petit peu moins de tarifs, mais je ferai juste ça fait partie des difficultés de notre secteur, c'est que je ferai une comparaison et un comparatif entre la tarification horaire de l'aide à domicile, qui se situe aux alentours de 22-23 euros de l'heure, et la tarification d'une heure de main-d'œuvre de n'importe quel artisan, qui se situe rarement en dessous de 45 euros hors taxe de l'heure. Voilà. Et pourtant, nous sommes nous aussi des employeurs, les artisans sont aussi des employeurs, et nous sommes obligés de faire fonctionner nos structures à des tarifs relativement bas, et beaucoup trop bas de mon point de vue par rapport à l'apport que nous avons par rapport à la société et la plus-value que nous apportons aux personnes qui restent à leur domicile. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire des restes à charge, des frais de dossier, d'imaginer quelque chose en plus que les familles devraient payer pour compléter et contrebalancer, ou est-ce que là aussi c'est impossible? Ce n'est pas impossible, c'est des négociations qui existent avec les départements, qui sont possibles dans certains départements, que nous mettons en œuvre dans certains départements. Là, c'est une négociation à opérer, mais ça fait partie de la performance économique qu'on va évoquer, puisque effectivement, à un moment donné, quand vous tarifez, vous avez une facturation de votre prestation de service à 23 ou à 24 euros de l'heure, c'est compliqué de s'en sortir sans avoir d'annexe de facturation. D'accord. Donc, le constat, enfin la situation est expliquée. Comment est-ce qu'on arrive en fait à faire quand même de la performance économique avec toutes ces contraintes, j'allais dire? Alors, la performance économique et la performance sociale, pour moi, sont complètement liées. C'est-à-dire que pour arriver à être performant d'un point de vue économique, on doit être performant d'un point de vue social. Il y a pour moi un cercle vertueux à mettre en œuvre entre l'épanouissement du salarié et l'épanouissement du client, et donc les équilibres économiques
à opérer. Aujourd'hui, je pense que l'entreprise, l'association est une entreprise. L'entreprise doit donner la possibilité à ses salariés de s'épanouir par un management de qualité, par de la formation, par un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, tout un tas de choses. Et c'est cette considération que nous aurons vis-à-vis de nos salariés qui leur permettront d'être bien dans leur travail parce qu'ils auront le sens de ce qu'ils font et ça doit produire l'envie, la motivation qui donne lieu à leur épanouissement. D'accord. D'accord. Voilà un petit peu. Oui. Donc en fait, il y a une boucle performance économique, performance sociale, et ensuite après, il y a un équilibre entre le salarié et le bénéficiaire. Alors que lorsque j'interroge, alors là, c'est intéressant ce sujet-là. J'ai peut-être une petite parenthèse. Lorsque j'interroge vos homologues en fait dans le service ou même dans le privé, certains ne voient pas l'équilibre de la même manière. Certains privilégient les desiderata des bénéficiaires, j'allais me dire au détriment des salariés, et d'autres disent mais non, on ne peut pas tout accepter les bénéficiaires, les salariés passent aussi en priorité. Pour moi, c'est un doux équilibre entre les deux. C'est-à-dire vraiment, on marche sur les deux jambes. Et aujourd'hui, encore plus qu'il y a 10 ans, c'est important de prendre soin de nos salariés pour qui eux-mêmes prennent soin de leurs clients, de leurs bénéficiaires. C'est vraiment la symétrie des attentions qui est importante à mettre en œuvre et à faire vivre. Alors la difficulté, c'est effectivement que ça infuse partout, mais c'est vraiment ça l'objectif, de faire en sorte que le salarié se sente bien dans son entreprise pas parce qu'il est payé grassement, c'est pas ça l'idée, c'est qu'il ait le sentiment d'être rémunéré correctement, qu'il ait le sentiment d'être considéré par son chef ou d'avoir la main ou l'autonomie nécessaire à réaliser ses missions. Et du coup, étant bien dans sa mission, dans son job, eh bien, il prendra soin lui-même à son tour de son bénéficiaire, de son client. Et le rôle du manager dans des organisations comme les nôtres est essentiel parce que c'est comme l'oignon. C'est la direction qui prend soin de son manager, le manager qui prend soin des membres de son équipe et les membres de l'équipe qui prennent soin des clients. Et le client doit être au cœur de nos préoccupations. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un équilibre entre les deux où il n'y en a pas l'un qui est plus important que l'autre. Le client est évidemment important, c'est celui qui nous fait vivre, c'est celui qui paye les factures et c'est celui qui permet à l'entreprise, à l'association de payer son salarié. Mais le salarié est très important parce qu'aujourd'hui, compte tenu des problématiques que nous rencontrons, nous avons beau avoir des nouveaux clients, beaucoup de demandes, si nous n'avons pas la ressource humaine qualifiée, motivée, nécessaire, eh bien, l'entreprise et l'association ne peuvent pas fonctionner. Est-ce que ça veut dire faire en sorte que les salariés se déplacent, concentrer le travail du salarié là où il travaille, de façon à lui faire éviter des déplacements? Est-ce que ça veut dire également lui donner plus d'autonomie? Est-ce que c'est des axes ce sont des axes qui vont dans votre vision, en fait? Absolument, absolument, Frédéric. Les équipes autonomes, le principe de l'entreprise qui libère les énergies, le principe de donner de la confiance, de l'autonomie aux équipes est une philosophie auquel je crois beaucoup, mais avec quelques garde-fous. C'est-à-dire que, parce qu'aujourd'hui, alors c'est très à la mode, on en parle depuis quelques temps. Moi-même, nous sommes allés voir des expérimentations en Hollande, dans d'autres pays. Il y a toujours un cadre à mettre. Et le cadre est sécurisant pour tout le monde, pour l'entreprise, mais aussi pour le salarié. Une fois que ce cadre, ce terrain de jeu est défini, à l'intérieur de ce terrain de jeu, à l'intérieur de ce cadre, l'autonomie est possible. Et il faut faire confiance parce que cette autonomie, elle est juste logique quand on y réfléchit, dans la mesure où c'est quand même les salariés de terrain qui font le job. C'est les salariés de terrain qui apportent le service à ceux qui en ont besoin. C'est eux qui prennent des décisions tout le temps, parce qu'il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de chef qui est à côté d'eux tout le temps. Donc, sans arrêt, ils prennent des décisions. Eh bien, l'idée, c'est de leur donner davantage d'autonomie et à un moment donné, de leur permettre, sur des petits secteurs,
sur des équipes de 5 à 10 salariés, de prendre cette autonomie et de s'organiser. Avec un cadre. Le cadre, c'est un certain nombre de prérequis. Bien, on ne peut pas faire n'importe quoi. Le client est prioritaire, le besoin du client est toujours prioritaire. On s'adapte au client. Il y a une préoccupation aussi de temps improductif, il y a une préoccupation de temps de trajet, il y a une préoccupation du nombre d'intervenants différents. Donc tout ça, c'est expliqué dans cette philosophie-là. C'est le cadre. Et à l'intérieur du cadre, on leur laisse la possibilité de s'organiser toute seule. Avec le recul, est-ce que les salariés apprécient vraiment ce genre d'autonomie? Ou est-ce que, certains me parlent que ça engendre plus de stress que si elles étaient, vraiment «sous la coupe» entre guillemets d'un chef? Alors, ça dépend des équipes, ça dépend de beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que c'est un changement culturel profond C'est et ça. qu'une équipe autonome et la mise en place de ce genre de fonctionnement ne se décrète pas et ne se met pas en place en 2 mois. C'est un changement profond, c'est un changement culturel qui s'opère sur plusieurs années. Nous, ça fait à peu près maintenant 3-4 ans que nous y travaillons. On y est allé de manière un peu itérative au départ, en testant. On est allé voir ce qui se passait. On avait 3-4 équipes. Aujourd'hui, on en a une trentaine qui fonctionnent comme ça. Euh, je pense que pour ce qui concerne les activités d'aide à la dépendance ou dans le champ du handicap, c'est tout à fait adapté. Euh, Parce que ça change tout le temps, ce sont des petites interventions, on passe plusieurs fois chez le même bénéficiaire ou le même client dans la D'accord, journée, bien sûr. les équipes sont très qualifiées, euh, alors que quand on est uniquement sur des prestations de ménage, c'est quelque chose de très régulier, et donc il y a moins ce besoin-là, il y a moins besoin de coordination, etc. Mais donc sur une partie de l'activité, oui, c'est tout à fait intéressant, et je pense que c'est l'avenir de nos métiers. Performance sociale, performance économique, est-ce que ça veut également dire que, vous voyez le métier d'auxiliaire de vie, évoluer, heu, avec par exemple la capacité de, je sais pas, de détecter la dénutrition? Je dis Tout bien à de fait, détecter, oui. de pouvoir faire une sorte, peut-être plus tard, un rôle de care manager, enfin ce nouveau métier qui apparaît. Est-ce que c'est aussi, on va dire, grossir un petit peu le métier d'auxiliaire de vie que est-ce que ça c'est un axe qui permet d'allier les 2, performance économique, performance sociale? Oui, parce que c'est en lien avec la montée en compétences, c'est en lien avec la formation. Et donc, c'est effectivement un moyen d'augmenter la performance sociale de l'association, de l'entreprise. Euh, et les évolutions dans les métiers, dans les fonctions, sont évidemment importantes parce que c'est aussi une forme de reconnaissance personnelle et du coup un épanouissement pour la personne. Euh, le métier d'auxiliaire de vie euh, évolue, c'est certain, et va évoluer, ne serait-ce que autour des innovations, autour du digital, la capacité à prendre en charge des éléments sur un smartphone, sur une tablette, mais aussi d'interpréter des remontées de données d'objets connectés, de faire du lien, de la coordination avec le milieu du sanitaire ou le milieu du soin plus exactement, sont évidemment des axes importants dans les prochaines années sur lesquels les formations de ces personnels-là seront importantes. Alors, même question, si on va un peu plus loin, est-ce qu'on peut imaginer, certaines auxiliaires de vie de prescrire, avec éthique, alors tout de suite pour clôturer enfin pour cadrer, prescrire avec éthique, des produits de style, téléassistance, aménagement de la salle de bain ou, ce genre de choses? Euh, j'ai envie de vous répondre oui, sous certaines conditions. Et vous l'avez touché du doigt. L'important, c'est de ne jamais forcer quelqu'un à prendre un service dont il n'a pas Bien besoin. sûr. Donc, ma vision des choses, c'est plutôt de permettre à une auxiliaire de vie, une aide à domicile, une aide-soignante, de repérer des besoins et de transmettre l'information à un conseiller qui évaluera réellement le besoin et dont c'est le métier. Parce que derrière, il y a aussi de la contractualisation, il y a de la préoccupation de laisser la personne pouvoir revenir sur sa décision. Il y a le besoin aussi souvent d'avoir un tiers, la famille ou autre, qui soit présent au moment de la contractualisation pour éviter tout souci de vente forcée, etc., etc., ce qui est à l'encontre totale de notre Évidemment. philosophie.
Le- Donc, oui, parce qu'en fait, pourquoi je pose la question parce que est-ce que il y a une façon, qu'on pourrait voir que bon, les services. Bon, la société est escalée, on est dans un état, dans un pays qui est endetté, les finances publiques sont endettées, les les départements sont contraints, il y a pas des budgets qui vont. Je pense pas que les Français acceptent de payer encore plus d'impôts, enfin quoi que j'en sais rien, on verra. Euh, est-ce qu'on n'aboutit pas à une situation où le service, de toute façon, ne sera pas forcément hyper rentable? On va devoir faire face à plus de personnes, et donc en fait, on va être obligé de combler en fait le faible marge ou le déficit des services par des produits annexes et par des services annexes, télénutrition, téléassistance, aménagement des domiciles, care manager. Est-ce que ça, c'est quelque chose quand je le dis, c'est trop commercial pour une association, ou est-ce que c'est non, quelque chose qui est plausible avec une éthique, toujours avec une éthique, mais est-ce que c'est plausible pour vous? non, mais absolument, absolument. Je répète, hein, une association est une entreprise. D'accord. Et aujourd'hui, quand on parle de performance économique et de performance sociale, euh, je pense que nous n'avons plus le choix. C'est ça. Et Je suis d'accord. une association, tout comme n'importe quelle entreprise, doit réaliser du résultat à la fin de l'année. Alors ça peut choquer de dire Ouais. ça, parce que nous sommes des associations à but non lucratif, mais la lucrativité, aujourd'hui, est indispensable si nous voulons réinvestir dans les projets, si nous voulons réinvestir dans les expérimentations, si nous voulons réinvestir dans l'avenir, et si nous voulons aussi, à un moment donné, partager la richesse avec nos salariés. Et je pense que ça, c'est indispensable. Et je préfère. Vous vous rendez compte que le discours-là, en fait, il est. Bon, moi, je trouve ça évident. C'est un discours pour que moi qui me paraît évident. Vous êtes quand même très peu de groupes associatifs aussi puissants que le vôtre, avec la BRAPA à côté, dans le complément, à le dire aussi clairement. Mais alors, j'allais compléter ce que je disais en disant que ce qui nous caractérise, c'est la gestion désintéressée. C'est-à-dire que notre ambition, c'est de réaliser quand même des équilibres économiques corrects, parce que c'est le seul moyen C'est ça. d'être pérenne. Je ne vais pas me répéter, je l'ai dit. C'est aussi le seul moyen, à un moment donné, ça fait partie de nos convictions, de notre philosophie, de partager la richesse créée par l'association avec les salariés. Mais par contre, la gestion est désintéressée, et c'est ça qui nous caractérise, je pense. C'est-à-dire que nous ne nous enrichissons pas personnellement grâce aux résultats. Nous le réinvestissons dans les projets sociaux et sociétaux. Oui, bien Et ça, évidemment. pour moi, c'est indispensable. Oui, bien sûr, effectivement, quand on regarde le discours, une association ne doit pas gagner de l'argent, enfin, ce discours-là, en fait, c'est pas ça, c'est que l'association peut gagner de l'argent, en fait, on confond le bénéfice d'association et la redistribution de dividendes à des éventuels actionnaires. C'est Exactement. c'est ça. Exactement. En France, il y a une confusion entre les deux, d'ailleurs, pas qu'en France, mais une confusion entre les deux. Oui, c'est ça. Mais je pense par contre que les choses évoluent, sont en train d'évoluer. Et je pense qu'aujourd'hui, pour parler de performance sociale, on ne peut plus ne pas parler de performance économique, même pour des associations à but non lucratif. Alors si on poursuit cette logique-là de proposer des services, compléter l'offre de services, de produits, de services, etc., est-ce que légalement, sur le plan législatif, il y a des limites? En fait, parce que certains me disent, oui, mais une association de services à domicile ne peut pas proposer du care manager, ne peut pas proposer l'aménagement de la salle de bain parce que c'est pas son métier de base. Certains me disent, on peut pas le faire. Oui, ça dépend. Alors, ça dépend des objets, de l'objet des structures. Et après, il y a aussi la possibilité de créer des structures ad hoc qui le permettent. Donc, ce n'est pas dans la mission de l'association. Par contre, l'association peut créer des structures annexes dont c'est la mission et dont c'est l'objet. D'accord. Euh, donc, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, Frédéric, sur je pense que la performance économique, elle passe effectivement par la diversification des produits et C'est des ça, services. c'est ça. Euh, pour permettre d'avoir cet équilibre, puisque effectivement l'aide à domicile n'est pas rentable, hein, à 22 23 euros, c'est pas rentable. Donc la rentabilité, elle se fait par la diversification des services apportés ou possiblement apportés. Je dirais que, et là je fais le lien avec l'innovation, il y a un deuxième point pour moi qui est important et en lien avec la performance économique, c'est que l'innovation dans les services, elle peut aussi passer par un partage de la ressource et de la richesse ou de la valeur créée avec les salariés. Et je pense que là, on a un certain nombre
on ne va pas les évoquer ici, mais on a un certain nombre de services possibles à imaginer pour permettre aussi à nos salariés de gagner en pouvoir d'achat grâce à des nouveaux services ou simplement grâce à la puissance de négociation d'une structure associative qui peut négocier avec ses propres fournisseurs pour le compte de ses salariés et ce qui leur permet de faire des économies par ailleurs. Et du coup, la performance économique, la performance sociale, elle peut aussi s'opérer par là. Mais non, performance économique permettant de mieux rémunérer les salariés, qu'ils soient plus épanouis, qu'ils soient plus stables dans leur boulot, dans leur travail, que les bénéficiaires en récupèrent les fruits parce qu'il ne vaut pas 15 personnes passer directement, parce qu'il y a un changement de poste à chaque fois, mais c'est toujours la même personne. Tout à fait. En fait, ça se boucle. Tout à fait, tout à fait. Et puis il y a il y a un autre élément que je voulais évoquer, c'est le principe d'entreprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, on a un souci d'attractivité. Donc, à un moment donné, nos associations, elles sont là pour entreprendre. Nous sommes des entrepreneurs sociaux. Ça veut dire que quand on a un souci d'attractivité, eh bien, il faut qu'on se pose la question de savoir si on n'aurait pas intérêt ou la possibilité de former des gens. De rien. Nous avons créé en octobre dernier le premier CFA de l'aide à domicile. Le premier CFA du domicile a été créé par le réseau APA, est à Mulhouse. Eh bien, ça nous permet d'avoir des ressources qui sont formées pendant 2 ans, avec un tuteur, avec des temps en formation, des temps sur le terrain. Bon, et à l'issue de cette formation, les gens ont un DEAVS, ont un diplôme d'État, un titre professionnel. Bon, voilà, c'est aussi un moyen, ça, de résoudre les problématiques qui sont les nôtres. Il y a un autre sujet, moi je me permets d'évoquer avec vous, en termes d'entreprise et d'entrepreneuriat. Nous sommes en train de créer le premier collectif d'aide et de soins français, associatif, de l'économie sociale et solidaire. Parce qu'à un moment donné, nous avons besoin, nous autres associations, parce que nous sommes les acteurs historiques de l'aide et de l'accompagnement à domicile, eh bien, nous sommes en train de lancer ça pour permettre aux associations, aux structures de l'économie sociale et solidaire qui le souhaitent, de nous rejoindre, d'être visibles et de s'enrichir mutuellement, parce que l'intelligence collective est éminemment importante dans ce projet. Voilà, à un moment donné, ce sont des énergies qu'on fédère pour faire en sorte qu'à plusieurs, on soit plus fort, sans pour autant fusionner ni se rapprocher, mais on est simplement un collectif qui travaille ensemble, qui met en commun un certain nombre de moyens, un certain nombre d'intelligences pour permettre d'avoir un impact plus grand sur la société. Quelle est la différence pour ma gouverne entre un collectif et une fédération, comme peut en exister au niveau national, d'acteurs dans les associatifs? Alors, ce sont deux approches complètement complémentaires. Une fédération a un rôle très politique, de lobbying, ça a très souvent un rôle aussi de syndicat employeur, ce que ne veut pas être le collectif qui s'appelle Adélaïde, que nous allons lancer à l'automne. Là, l'objet, ce n'est pas du tout le côté politique. D'accord. Dans ce collectif, qui peut vous rejoindre? Toutes les structures de l'économie sociale et solidaire qui le souhaitent, et ceci partout en France. Le principe est un principe de licence de marque sociale, donc on adhère à la marque avec une cotisation annuelle, et en contrepartie, on a bénéficie d'un certain nombre de services, de communication, mais aussi de partage de valeurs, de partage. Pardon ? De partage de bonnes pratiques, j'imagine. Oui, de bonnes pratiques et de services. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi un objectif de mutualiser des moyens d'achat, ce genre de choses, par exemple? Absolument. On a ça dans un deuxième temps. Dans un deuxième temps. Tout de suite, pour tout ce qui concerne le marketing, la communication, mais dans un deuxième temps sur d'autres sujets, effectivement, en matière d'achat. Moi, j'ai une question qui va paraître naïve, mais je vais quand même la poser. Qu'est-ce qui fait, en fait, que votre discours que vous avez, en fait, il est quand même... moi, je le trouve je le trouve très réaliste, en fait. Très réaliste. Comment ça se fait que ça soit deux groupements associatifs alsaciens, en fait, qui tiennent ce discours le plus clairement, le plus clair, en fait? C'est parce qu'en fait, c'est un hasard que ce soit
c'est les deux groupes alsaciens, c'est Alsace. Qu'est-ce qui fait que ce soit vous, en fait, qui portez ce discours qui est quand même très franc, très direct et puis très réaliste, je trouve, par rapport. Je ne sais pas. Aujourd'hui, le réseau APA, même si le siège est à Mulhouse et que notre histoire, c'est le Haut-Rhin, le réseau APA va bien au-delà de l'Alsace, puisqu'on est présent sur le Grand Est, tout le Grand Est, Charleville-Mézières, Reims, Bar-le-Duc et la Franche-Comté, Belfort et toute la Bourgogne. Je ne peux pas vous répondre, Frédéric, à ça. Peut-être que nos racines rhénanes, comment ça s'appelle, nos racines sociaux, oui, nos racines sociales et nos racines entrepreneuriales, c'est un mot qui m'échappe là, en sont la cause. L'ADN de l'APA, de l'association en 1947, quand elle a été créée, c'est un industriel et une assistante sociale. Oui. Et donc, c'est sans doute une des explications à ce que nous sommes aujourd'hui. Et puis après, c'est les hommes au fil des années. Ce que je trouve bien dans votre vision, c'est effectivement ces performances, performances économiques, voilà, permet de mieux payer, mieux respecter, entre guillemets, les salariés. Et après, donc, en fait, ça se rejoint sur les bénéficiaires. Donc, en fait, ça boucle, en fait. C'est un cercle vertueux. En fait, c'est la performance économique au bénéfice des bénéficiaires, au final, et des salariés. Et c'est ce qui fait sans doute la différence. En tout cas, pour nous, c'est ça. C'est-à-dire que l'ambition, c'est de faire du bien autour de nous, de faire en sorte que les gens qui ont besoin de nous soient aidés du mieux possible, en termes qualitatifs. La performance économique est un moyen pour y parvenir. C'est pas un but. C'est ça. Un autre point que vous vouliez aborder sur ce sujet-là, parce que je vous ai un petit peu orienté, mais peut-être que vous aviez d'autres sujets. On a évoqué beaucoup de choses. Je pense que le management, alors on a évoqué les équipes autonomes et notamment l'entreprise qui libère les énergies avec cette confiance, cette responsabilisation des équipes, on l'a évoqué. Et je pense que nous n'avons pas que ça, nous avons aussi des managers. Je pense que le rôle du manager est essentiel dans nos métiers parce que c'est plus qu'un chef. Alors évidemment, à un moment donné, il doit pouvoir arbitrer, décider, mais c'est surtout un coach, c'est surtout un entraîneur qui donne le sens. Pourquoi on le fait? Pourquoi je te demande de faire ça? Qui est humble, qui se met en retrait. C'est pas lui, c'est pas le manager qui est important, c'est la personne qui fait qui est importante. Donc cette forme d'humilité, cette authenticité aussi dans les relations qui sont extrêmement importantes et la proximité qu'on peut avoir avec les salariés. Donc le management est une des clés pour moi de la performance sociale qui engendre aussi derrière de la performance économique. D'autant plus que le management est aussi à la manœuvre pour faire évoluer les plannings d'intervention à domicile. Donc, si le management n'est pas bon, c'est difficile de faire adhérer les salariés qui doivent changer assez régulièrement le planning. Absolument. Et j'ai l'habitude de dire, j'aime rappeler aux équipes que un bon manager, c'est un manager qui est bienveillant avec la personne et exigeant avec le résultat qu'il produit. Et les deux sont complètement liés et complémentaires. On ne peut pas être que bienveillant, à un moment donné, on risque d'avoir un souci de résultat. On ne peut pas être que exigeant parce qu'à un moment donné, tout le monde a des défaillances et tout le monde, à un moment donné, peut avoir besoin d'être compris, de pouvoir expliquer quelque chose. Donc, la bienveillance avec la personne, l'exigence avec le résultat sont pour moi des leviers extrêmement importants en matière de management. Et sans doute, une des clés de la performance sociale, bien sûr, on a évoqué l'attractivité du métier, on a évoqué les rémunérations, tout ça c'est important, mais je ne pense pas que ce soit essentiel et unique. Non, j'ai échangé avec un autre acteur qui me disait, de toute façon, le salaire est un des éléments, mais ce n'est pas le premier élément, parce qu'on choisit ce métier-là pour autre chose, enfin pour le salaire peut-être, mais pas que pour le salaire. Donc à la base, c'est tout le reste qui va faire en sorte que la personne se sent, que le salarié se sent à l'aise là où il travaille. Tout à fait.
Voilà, non mais c'est tout à fait, c'est absolument vrai. C'est un ensemble de choses. Le salaire en fait partie, mais c'est pas le seul. Je pense que l'ambiance de travail, l'esprit d'équipe, et qui est donc impulsé aussi par le manager, sont tout aussi importants. Et le sens de ce qu'on fait, bien entendu. Vous voulez aborder un autre sujet ou on a tout vu? Je crois qu'on a fait le, je crois On a qu'on a fait tout le tour, vu. Frédéric. Alors, donc je vais vous laisser faire la conclusion. Vous savez que dans mon émission, c'est l'invité qui bosse, donc je vous laisse faire l'émission. Je vous laisse faire la conclusion. Ah, la conclusion, c'est en une phrase, de se dire que la performance économique est possible n'est possible durablement qu'avec de la performance sociale. Et c'est vraiment tout le projet de nos associations, de notre réseau, que d'essayer de participer à ça. Nous ne sommes pas parfaits, nous essayons tous les jours de faire un peu mieux, et c'est ce qui nous motive pour être encore là dans quelques années. Merci Mathieu, génial. Mathieu Domas, je rappelle que vous êtes directeur général du réseau APA. Merci beaucoup. Merci Frédéric.